Les 100 plus grosses entreprises mondiales en bourse, elles valent, tenez-vous bien, 42 600 milliards de dollars. C'est un record historique, mais le plus fou, je trouve, c'est que ce classement est en train de devenir une carte géopolitique. Les États-Unis à eux seuls, ils représentent 73% de la capitalisation mondiale. La Chine revient en force et l'Europe, devinez quoi? Elle recule. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles, on parle d'investissement. Si vous aimez mes contenus, pensez à vous abonner, c'est vraiment le meilleur moyen que vous avez de soutenir mon travail. Et c'est, je vous l'avoue, ce qui m'encourage tous les jours à créer de nouvelles vidéos. Alors revenons sur cette nouvelle qui est sortie il y a quelques jours. Il faut savoir que chaque année, donc il y a le cabinet PwC ou PwC, je ne sais pas comment on le dit, peu importe, qui publie le classement des 100 plus grosses boîtes cotées en bourse. C'est un vrai révélateur des forces économiques qui sont en œuvre à l'échelle mondiale. Sans trop de surprise et malgré tout ce qui se passe sur le plan, on va dire, géopolitique aux États-Unis, les géants américains, ils roulent sur le monde, voilà, ils dominent tout. Malgré un contexte qui n'est peut-être pas forcément favorable, c'est ce qu'on dit aux géants américains, on voit que ce qu'ils appellent les 7 magnifiques, donc les plus gros du domaine de la tech, à savoir Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, auxquels viennent s'ajouter Tesla et Nvidia, ils ont une capitalisation boursière qui a monté de 10%, ce qui est déjà énorme en un an. C'est-à-dire qu'à eux 7, ils représentent plus d'un tiers de cette capitalisation. C'est énorme. Et au niveau seul des États-Unis, je vous le disais, c'est 73%, donc c'est collectivement plus de 31 000 milliards de dollars. J'avoue ne pas être trop surpris de ce résultat-là. On le voit d'ailleurs quand on investit dans un ETF monde, la plupart de cet ETF sont des entreprises américaine. Ce qui est intéressant, et finalement quand on y regarde pas si surprenant que ça, c'est le retour de la Chine. On a un plus 51% en un an, c'est énorme. Et on a 3 nouvelles entreprises chinoises qui intègrent le top 100. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle de capitalisation qui sont gigantesques. Donc intégrer ce top 100 là, c'est extrêmement difficile. Donc la Chine qui reprend sa 2e place. J'ai l'impression d'être en train de commenter le top 14 de rugby. Une surreprésentation donc des États-Unis et de la Chine, même si la Chine reste très en deçà des États-Unis puisque c'est 10 fois moins. Il n'empêche qu'avec ça, ils sont numéro 2. Ce qui est marrant, c'est qu'en 3e position, donc sur le podium, on a un représentant de l'Arabie Saoudite avec une seule entreprise, Saudi Aramco, avec une capitalisation qui est quand même énorme, 1700 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'elle fait donc cette entreprise? Pareil, avec le recul, une fois qu'on le sait, on n'est pas trop surpris, évidemment, c'est une compagnie pétrolière publique saoudienne. C'est même plus que ça, puisqu'il s'agit de la première compagnie pétrolière au monde en termes de production. Ce qui est plus inquiétant, c'est que l'Europe, elle décroche complètement. Alors la France est à la 5e place, certes, mais on voit capitalisation de 780 milliards de dollars. On est tellement loin des premiers. Même le Royaume-Uni maintenant est passé devant avec 866 milliards. Et finalement, c'est une tendance là aussi qui n'est pas trop surprenante. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu le rapport Draghi au niveau de l'Europe, il y a, je pense que c'était en octobre de mémoire 2024, où déjà la conclusion c'était que l'Europe, elle est en perte de vitesse en termes de productivité et d'innovation. On le sait, on est dans une structure, en tout cas une superstructure qui est complètement coincée par les normes. C'est très difficile de développer, d'innover, de mettre des nouvelles choses sur le marché et d'arriver à se positionner face à des géants que sont la Chine et les États-Unis. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas des industries qui sont fortes, on a certaines industries. Alors moi, vous voyez, je suis à Clermont-Ferrand, on a Michelin qui a une industrie centenaire qui est très implantée, mais qui fait désormais face à une concurrence féroce de pays émergents, notamment la Chine. Il y a une super interview de Florent Menegaux, donc, qui est le PDG actuel de Michelin, donc interview qui a été faite au Sénat, et dans laquelle il explique justement tous les défis auxquels ils sont confrontés en tant qu'industrie, notamment le coût de l'énergie, le coût de fabrication et toute la concurrence qui arrive de ces pays-là. Il y a un vrai défi, j'ai l'impression, au niveau de la France et de l'Europe pour arriver à maintenir ces belles entreprises à flot et faire en sorte qu'elles soient toujours concurrentielles face à des pays qui vont très vite et souvent très fort. Je vous invite à aller regarder cette interview de Florent Menegaux, elle est disponible sur la chaîne Public Sénat. Très intéressant pour comprendre ces enjeux-là du point de vue d'un patron d'une grosse industrie. Parce que c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience, nous, à notre échelle, et pourtant ça peut avoir un impact très dimensionnant sur un pays comme le nôtre. Si on se défocus un peu de ces grosses capitalisations et qu'on regarde un peu ce que ça veut dire pour nous à l'échelle de peut-être nos investissements et de vos investissements. Je sais par exemple que moi j'investis en bourse via des ETF, notamment des ETF Monde, un peu de Nasdaq, de SP500, donc je suis ultra exposé au marché américain. Si vous êtes comme moi voilà, sur un ETF Monde, vous êtes évidemment exposé à plus de 70% aux entreprises américaines. Quand on dit que c'est un ETF diversifié, c'est surtout un ETF américain.
Si d'un autre côté l'Europe perd du terrain, ça veut dire que les entreprises de notre continent, elles attirent moins de capitaux, donc moins de croissance et potentiellement moins de performance à long terme. La remontée de la Chine, ça peut aussi signaler peut-être un rééquilibrage à venir sur les marchés. Évidemment, ça va plutôt être à long terme quand on voit encore aujourd'hui l'écart qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Mais on peut se dire c'est peut-être une tendance à surveiller. Quand je regarde tout ça, ma première réaction c'est de me dire est-ce que je ne suis pas trop concentré sur les États-Unis sans même m'en rendre compte? Est-ce que je devrais renforcer des ETF européens, même si clairement la dynamique est beaucoup plus molle? En fait, moi je reviens plutôt à ma stratégie. Ça c'est un point très important en finance et en investissement. Quelle est votre stratégie? Je suis assez rassuré du fait de la nature même des ETF et en particulier des ETF indiciels puisqu'ils sont auto-nettoyant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un ETF d'être auto-nettoyant? Ça veut dire qu'on n'est pas sur un ETF qui est figé. Attention, ce n'est pas un ETF dynamique, mais ça reste un ETF qui n'est pas figé. Et que s'il y a des entreprises qui deviennent moins performantes ou qui sortent du top mondial, eh ben, elles sont automatiquement remplacées dans l'indice. Donc ça c'est la bonne nouvelle, ça veut dire que vous ne restez pas coincé avec des boîtes qui peuvent être potentiellement en déclin. Et à l'inverse, les nouvelles stars du marché, les entreprises qui progressent, qui innovent, qui attirent des capitaux, elles peuvent rentrer dans l'indice, donc dans votre portefeuille. Donc avec un peu de recul, moi je suis assez rassuré parce que ça reste une manière simple mais puissante de m'exposer à la croissance mondiale sans devoir suivre en permanence qui monte et qu'est-ce qui descend. Vous laissez le mécanisme faire le ménage pour vous. Je suis aligné avec ma stratégie et ça c'est super important, j'ai besoin de pouvoir dormir sur mes deux oreilles, même quand les marchés évoluent. Des fois les grosses chutes ça peut faire un petit peu peur, mais quand on est aligné avec sa stratégie, quand on comprend dans quoi on investit, quand on comprend les supports dans lesquels on investit, tout de suite ça donne beaucoup plus de clarté et donc de sérénité pour construire un patrimoine qui vous correspond. Si vous voulez commencer à faire le point sur votre propre stratégie, je vous ai mis dans la description sous cette vidéo l'accès à un outil qui vous permet de faire un bilan et une photo à l'instant T de votre patrimoine. Ce n'est pas un outil qui vous donne des conseils en investissement, il est juste là pour vous permettre de comprendre comment à l'heure actuelle est répartie votre épargne. Je vous invite vraiment à aller le tester, ça peut être un bon point d'entrée pour commencer à définir une stratégie patrimoniale. Nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!